présenté par Jean Bernard. Aujourd'hui, Thônes en Haute-Savoie. 2 février 1955, nous arrivons à Thônes et sommes reçus par la chorale paroissiale qui interprète La Fleur de l'Alpe. Mais pour la situer avec plus de précision, écoutons le président de son syndicat d'initiative, M. Pierre Chaumeton. Venant d'Annecy, le touriste laisse plonger un dernier regard vers le bleu du lac, et puis soudain, passant le col de Buffy, il porte irrésistiblement ses yeux vers les sommets, dominé à droite par les dents de l'Enfant, à gauche bientôt par le massif du Parmelan. Plongeant le Pierre au nom évocateur, il s'enfonce dans un verrou, celui de Morette. Puis le Pierre s'égare, la vallée s'élargit, pour mieux s'ouvrir à un torrent nouveau venu, ce nom. C'est là que devait naître Thônes, dernier palier entre Annecy et la montagne. Une avenue, un square, un pont, et nous débouchons sans transition en plein cœur de la ville. 6 heures de l'après-midi au clocher superbe de Thônes, et nous écoutons la longue résonance du bourdon par les échos des montagnes proches. Ah, ce clocher superbe comme un empereur avec sa galerie à l'italienne et son énorme bulbe avantageux. De quelle imposante église n'est-il pas le somptueux gardien? Par ce clocher, par cette église, voici l'impression que vous ressentez en arrivant à Thônes. Il y avait là une plateforme étroite entre des montagnes respectables, un petit palier habitable. Les hommes y auraient bâti ce large sanctuaire, solide comme le roc, s'inspirant à la fois de l'aspect trapu des montagnes environnantes et de leur élan vers le ciel. Puis une petite ville se serait passée autour, une ville ronde regardant à peu près tout entière vers cette belle église, une cité adorablement harmonieuse, avec les perspectives convergentes de ces rues qui fuient vers la montagne, et ces vieilles arcades à l'italienne qui ont le geste arrondi de l'accueil. Ce charmant contraste fréquemment observé en montagne, et particulièrement dans les préalpes, entre la prairie pastorale douce aux vivants et la royauté inhumaine des sommets de roches et de glace, nulle part il ne m'a plus frappé que dans cette petite ville de Thônes. Car on dirait que cette oasis des cerisiers, célébrée par Rousseau, cette étroite plateforme des prairies et des pommiers entre des montagnes abruptes, a enfanté une cité à son image, faite de rudesse et de douceur, à la fois montagnarde et agréablement champêtre, avec cette église qui semble procéder d'un mimétisme architectural inspiré par les œuvres puissantes de la nature, et tout autour, ces chaudes petites maisons des hommes, ces arcades miniatures, cette jolie fontaine, qui composent un ensemble gracieux et tendre, aimable comme un sourire de femme, et harmonieux comme un chant printanier. Laissons pour le moment la chorale du collège, qui nous a ainsi aidé à souligner l'aspect gracieux de la cité, et demandons à monsieur le maire de Thônes, monsieur Marseille Vuillet, de nous présenter la petite ville. Monsieur le maire? Thônes. Ces 2 syllabes souvent prononcées évoquent une petite cité savoyarde pittoresquement bâtie au pied du Lachin, au milieu des prés et bois dont les tonalités variées égayent à la fois et reposent le regard. Une bourgade au passé mouvementé et laborieux, tout auréolé des héroïques souvenirs de la résistance et du bombardement de représailles qui fit d'elle, en août 1944, une ville martyre. Peuplée de 2809 habitants,
qui occupe un territoire fort étendu. La commune de Thônes offre la particularité assez rare du sectionnement, qui, vestige d'une organisation ancienne, fait de chacun de ces hameaux une sorte de petite république rurale, avec son budget, ses ponts, voire son corbillard particulier. Autrefois centre industriel important, un peu engourdi depuis les débuts du siècle, le bourg s'adonne actuellement à la bonneterie et aux multiples industries du bois, cherche à s'adapter à l'évolution du tourisme. Mais l'intelligente activité de nos éleveurs et de nos commerçants, l'habileté proverbiale de nos artisans, ne diminuent en rien ni l'instinct d'union fraternelle, ni le culte des choses de l'esprit. Le village de Chamossire n'est-il pas, en effet, un des coins de France qui, proportionnellement à sa population, compte le plus grand nombre de licenciés, d'agrégés et de docteurs, parmi lesquels l'actuel recteur de l'université de Sarrebruck. Depuis que son nom apparaît, pour la première fois, dans un acte de nomination de 1189, jusqu'à l'époque contemporaine, ce qui n'a pas changé, c'est l'esprit de fraternelle hospitalité et la souriante bonhomie des habitants. C'est leur mépris du danger, leur tenace courage dans les adversités de toutes sortes. C'est leur attachement passionné au terroir natal, leur dévouement à la petite et à la grande patrie. Tous sentiments qui mettent dans leurs yeux une lueur de fierté et parfois. Nous retrouvons ici la chorale du Collège libre de Thônes. Dirigée par M. l'abbé Hubert Bossu, cette chorale, affiliée à la Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix-de-Bois et qui s'intitule joliment Les Petits Chanteurs de l'Alpe, est formée des élèves du collège religieux dont l'on remarque les beaux bâtiments sur la route de Saint-Jean-de-Tix et que vous présente le supérieur, M. l'abbé Émile Berthoud. À l'image de bien des choses en Savoie, le collège de Saint-Joseph de Thônes semble réaliser un harmonieux équilibre entre le passé et le présent. Il est en effet très vieux et très moderne. Il est très vieux puisque sa fondation première remonte à la fin du XIVe siècle et que sa forme définitive lui fut donnée en 1670. Il reçut ses lettres de noblesse des mains du roi de Sardaigne, dont dépendait la Savoie, et devenu collège royal, il jouit rapidement d'une telle renommée qu'on l'appela bien vite la Petite Sorbonne. Mais ce collège vénérable était devenu vétuste. Il a été démoli et remplacé par les beaux bâtiments que les usagers de la route d'Annecy-Chamonix par le col des Aravis ne manquent pas d'admirer au passage. Sa construction a été achevée en 1939 et il se présente comme une magnifique réalisation des techniques modernes. Bâti en pleine campagne, il offre cette caractéristique de n'être pas entouré de murs rébarbatifs. On y fait de solides études classiques, bien sûr, mais on n'y néglige pas pour autant la culture des corps. Dans le domaine des sports, la spécialité du collège, si je puis dire, est le ski. Il est d'ailleurs, depuis longtemps, champion de France de l'Uxelles, de ce sport. Sa situation exceptionnelle permet aux élèves de chausser les planches, pour employer les termes du jargon skieur, à chacune des récréations pendant 3 mois. Hélas, cette année, la neige a disparu, ce qui ne s'était pas vu de mémoire d'homme. Mais elle reviendra, nous en sommes bien certains. Elle aidera de nouveau le collège à réaliser la vieille maxime latine, mince sana, in corpore sano, un esprit sain dans un corps robuste. À l'orgue de la chapelle, M. l'abbé Henri de Viole. Admirons un instant cette chapelle de style moderne, lumineuse et gaie, avec ses voûtes de bois qui lui donnent un certain aspect de navire. Mais nous n'avons pas le temps de nous attarder. Écoutons une demi-minute encore la chorale. Michel qui a perdu son chant, il est dans la fenêtre, il est
ce peu rébarbatif collège, assez différent de ce que nous connûmes et de ce que d'autres ailleurs connaissent encore. Redescendons en ville. Nous y rencontrons tout de suite monsieur le curé, monsieur le plébin. Nous lui demanderons tout à l'heure l'explication de ce titre particulier. Monsieur le plébin Joseph Dumont, une sympathique figure qui respire l'indulgence et la bonté. Voulez-vous, monsieur le plébin, nous parler un peu de votre église? Sa construction date de la fin du XVIIe siècle et son architecture s'apparente au style Renaissance. Le clocher est remarquable. Voyez l'imposante tour carrée avec son revêtement de beaux calcaires taillés et apparents. 4 cloches y sont suspendues. Au-dessus de la tour, une galerie élégante, un bulbe gracieusement renflé, le tout couronné d'une flèche qui pointe dans le ciel à 47 mètres du sol. À l'intérieur, quelques œuvres intéressantes, classées parmi les monuments historiques, retiennent l'attention des visiteurs. Les stalles et la chaire en noyer sculpté, le rétable monumental de l'autel principal avec ses sculptures sur bois, et surtout les rétables des autels latéraux où, dans l'encadrement de fines colonnes torses, on admire d'un côté les 12 médaillons des apôtres taillés dans la masse du bois, de l'autre les médaillons des 15 mystères du rosaire. Dites-moi, monsieur le curé, est-ce que je peux vous demander quelque chose? On vous appelle ici monsieur le plébin. Pouvez-vous nous en donner l'explication? Mais très volontiers, je sais que beaucoup demandent des explications sur ce titre de plébin. Qui n'est pas très répandu. Il y en a seulement 4 dans notre diocèse. Le mot plébin dérive du latin plebis, du peuple, et désignait dans certaines régions, au Moyen-Âge, le recteur d'une église principale, lequel devait prendre soin des populations éloignées du centre. Il en était ainsi à Thônes. Le titre est resté attaché à l'église et il est gardé jalousement par les habitants et les pasteurs. Sous la direction de monsieur le plébin, sortons maintenant pour admirer le paysage avant que la nuit ne tombe tout à fait. Un admirable cadre de montagne entoure la petite ville. Nous demanderons au président du syndicat d'initiative de nous en parler. Par 600 mètres d'altitude et dans un pareil cadre de montagne, l'on peut déjà jouir de la fraîcheur et la tournette est là qui se signale à votre attention par ces éternelles plaques de neige. 100 autres excursions ou promenades vous attendent, à la mesure de votre ambition. De la Chatte, le Torchon, la Roche, Colomban, la Dent de Cruet, qu'on ne citait que des noms chers aux jeunes en mal d'escalade. Au hasard d'une promenade, au contour de un sentier, vous découvrirez un petit groupe de maisons de bois, un oratoire, une chapelle, quelque part au fond du ravin, de vieux ponts d'art romans, sinon romains, ou à mi-hauteur de vieilles tours, dont celle de Jean-Jacques Rousseau. Mais quittons le pays et poursuivons notre voyage par la vallée du Fier ou celle du Nord. La route de plaine cesse bientôt, les torrents n'auront plus ni rive droite ni rive gauche, mais seulement un endroit et un envers. Et nous passerons bientôt à la conquête de la montagne, par le col des Aravis ou celui de la Colombière. Dans la forêt, au creux de la clairière, un pètre joue posa son chevalet. Dans le ruisseau courant dans la bruyère, il vit soudain les ans qui se miraient. Pour accompagner musicalement l'évocation de ces paysages, rien de tel que la voix fraîche du guet Sondal, une jeune et jolie fille du pays. Si frais, si pur, lui semble à ce visage, que sans attendre il peigne son reflet. Les oiseaux, le jour de leur mariage, jetèrent au ciel leur plus beau triolet. Dans la forêt, ayant trouvé l'étoile dont ils rêvaient comme un trésor secret, on m'a conté qu'il déchira sa toile, car le modèle était bien plus parfait. De ma chanson ressonnait la morale,
Un grand amour vaut mieux que son portrait. Et parlons un peu des pompiers. Les pompiers de Thônes sont célèbres en France. On a eu l'occasion de les voir encore il n'y a guère à l'écran à l'occasion de la visite du président de la République, M. Auriol. Puisque nous avons à côté de nous le conservateur du musée de Thônes, M. Cochat, qui est un éminent historien local, nous allons lui demander de nous parler de ces pompiers qui sont à la fois soldats du feu et groupe folklorique, si l'on peut dire. En effet, M. Cochat, les pompiers de Thônes n'ont-ils pas une histoire particulièrement intéressante? Les pompiers de Thônes ont été créés en 1836 et doit être une des premières compagnies de pompiers parce que à ce moment-là, il ne pouvait y en avoir que dans les chefs-lieux de province. Vous avez d'ailleurs au musée une pompe qui date à peu près de cette époque. Oui, il y a une pompe qui date de cette époque et qui a très intéressé le colonel des pompiers de Lyon. Et alors les pompiers de Thônes gardent aujourd'hui religieusement le souvenir de toutes ces époques et ils revêtent à l'occasion de certaines solennités, de certaines fêtes, les vieux costumes. Tous les costumes depuis 1830, depuis 1836. Ce qui représente à peu près combien de... À peu près 7 uniformes différents. De sorte que lorsque vous avez un défilé de pompiers dans vos fêtes ou dans des fêtes d'autres localités, vous avez 7 groupes de pompiers qui défilent en costume. Ça doit être très beau. Et même il y a la cantinière, l'infirmière, et qui ont le barillet, l'épée, etc., tout ça qui est de l'époque même. Vous entendez par le chœur des sapeurs-pompiers folkloriques une vieille chanson des soldats se rendant en Piémont. Espérons que les pompiers de Thônes sauront continuer ces traditions pittoresques et amusantes et que dans une centaine d'années, des pompiers revêtus de l'uniforme de 1950 défileront à côté des pompiers robots nouvellement acquis par la ville de Thônes. Et peut-être en 2050, fera-t-on écouter cet enregistrement de la clique des pompiers de 1955 sous la direction de M. Georges Durand. Où cet enregistrement figurerait au musée de l'an 2050, nous y ajouterions, afin que nos petits-fils soient un instant pris de nostalgie pour la belle époque, eux qui ne se nourriront peut-être que de pilules, nous y ajouterions cet éloge circonstancié du reblochon par M. Édouard Pochat, conseiller général du canton de Thônes. Fruit des savoureux herbages de l'alpage de haute montagne et de l'ingéniosité traditionnelle de nos fromagers éleveurs, l'Orblechon demeure une des gloires durables de la vallée de Thônes. De ce fromage distingué, le nom même a eu les honneurs du dictionnaire littré. Après avoir fait son entrée à l'Élysée durant le septennat de M. Thiers et la présidence de l'infortuné Sadi Carnot, notre fromage, précédé de sa renommée, conquit les marchés de toutes nos grandes villes. En attendant de pénétrer en Afrique et jusqu'en Extrême-Orient. Au nom de tous les producteurs et commerçants, je remercie de tout cœur Radio Lyon d'avoir permis que soit porté sur la voie des ondes le nom du savoir double crème, cher aux gourmets par cette fraîche saveur qui semble, dit M. Guichonnet, apporter la laine parfumée des pâturages de haute montagne et par ce bouc perceptible aux palais les moins exercés. Et je souhaite, en terminant, que ce fromage bien français apporte un peu de nos savoirs herbagères et forestières, accueillantes et recueillies sur les tables des œuvres, comme sur celles des privilégiés de la fortune, sur celles des modestes ouvriers, comme sur celles des grands de ce monde. Nous n'en sommes pas encore au
de 2050, mais celui que l'on peut visiter à Thônes actuellement, dont M. François Cochat est le conservateur, est absolument remarquable. Vous êtes, n'est-ce pas, M. Cochat, le fondateur de ce musée? Oui. Et quand l'avez-vous fondé? En 1936. Comment avez-vous fait pour réunir tous ces objets? Voilà. Les pompiers en étaient à leur centenaire. Alors ils m'ont demandé s'ils ne pouvaient pas organiser un centenaire. Alors j'ai dit, on pourrait peut-être retrouver des costumes, retrouver des temps, retrouver... On pourrait. Ils compléter, tâcher de faire quelque chose avec ça, d'autant plus qu'on avait les costumes des sapeurs en entier ou à peu près. En somme, ce qui a été... Et alors, ceci, on a réuni pour faire ce défilé des pompiers. Et puis après, il faut conserver tout ce matériel. Et on s'est dit, ben, je ne sais pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment faire. Et on a dit, ben, on pourrait peut-être essayer de faire un musée. Il y avait justement des salles de livres. Et on a commencé. Et quelles sont les pièces les plus remarquables de votre musée? Alors, la pièce la plus remarquable, c'est la charte de Thônes. La première charte de Thônes, qui est une peau de mouton de 1350. De 1350. 1350 et qui est conservée parfaitement. C'est un musée qui mérite l'attention des touristes et de beaucoup de visiteurs. En avez-vous beaucoup? Oh oui, il y en a, pendant tout l'été, il y en a, et même certains personnages, puisque dernièrement, nous avons vu la reine d'Italie, Marie-Josée, et le roi d'Italie, qui sont venus voir le musée et qui ont même donné des gravures très intéressantes. Il manque à ce musée, peut-être, comme à tous les musées folkloriques de France, des enregistrements de dialectes ou de patois locaux qui sont en voie de disparition totale. Par exemple, cette amusante parodie d'une fable de La Fontaine en patois par M. Jean Cyprien. La cigale et la fourmi, version patoise. On grillait tout le cotin à effet de bagolu, se trouva inconfus quand la bisnère fut nue. Bien le garni, pas que fion. Bien la chave, pas plein de bidrion. Et là, créa comme na, la fourmi savesna. Et dans Rosta, au dat macori, donc à viandon standardise. Quand on mal le cette barine à gros à peu la brasseur. Mais les recettes sans plus s'arrêter, ce saigne atteint du dire. La fourmi, la plante sardine, vous pourrez croire les potes s'arrêter. Ah! Toutes les photos, ce ne sont quand le gros se levait, elles étrévions, nous verrions le sortait. Parce le blond. Parce le blond, parce à stupé, ça vous laisse le tra le plus haut gras. Sans t'avais preuve, vive nos maîtresses, et au prince où elles ont pris là. Et alors, cette pantaï, viendrait de terre de caresse. Face à le blond, moi je un vieux nain qui paye quoi, bon pote, triste. Et le folklore de Thônes a conservé aussi ses légendes. Il n'y a jamais parlé de fée, mais du sarvin, assez semblable au drac de Provence. C'est un petit diablotin, un lutin, souvent farceur mais rarement méchant. Voici un de ses tours. Une jeune fille et sa mère confectionnaient une robe brune, bien chaude et bien belle que la demoiselle devait porter à la Noël toute proche. Tout à coup, elles s'aperçoivent qu'elles ont oublié d'acheter du fil de la couleur de la robe. Or, la première chose que voit la fille dans la boîte à couture est une cloche de soie exactement de la teinte cherchée. Et la mère de dire, c'est au moins le sarvin qui sera transformé en écheveau pour te faire plaisir. Sarvin ou pas sarvin, le fil fit si bien l'affaire que la jeune fille puisse rendre à la messe de minuit vêtue de la belle robe qu'elle allait faire sensation. Ah oui, elle fit sensation. Car sous le porte de l'église, cri, crac, crac, toutes les coutures sautèrent. Et pièce à pièce, la robe tomba au sol. La demoiselle, toute vergogneuse, se trouvant en corset et jupon, tandis que le sarvin, caché on ne sait où, criait dans un éclat de rire, le diablotin que je suis ne pouvait tout de même pas se laisser conduire à la mer. Nous avons trouvé à Thônes un accueil cordial, une population sympathique et surtout ce qui est bien précieux, un pays fort, original, attaché à son passé et à ses traditions. Une petite ville dont on pourrait dire qu'elle a choisi ce coin de montagne pour y naître et pour y grandir, pour le défendre et pour l'aimer. Les sapeurs-pompiers de Thônes, son église, son musée, sont pour nous autant de témoins de la pérennité de son terroir et de la sauvegarde de sa personnalité. Écoutons encore, et pour terminer, sa fanfare, autre preuve de la cohésion de la vie locale, même si elle ne joue pas la vieille musique du terroir,
bien oublié. La fanfare de Thônes est excellemment dirigée par M. René Cavagnou et vous sera présentée par son président, M. Jean Lostran. Heureux et fier de vous présenter notre musique municipale, les Coups de la Tournette, qui semble être une des plus anciennes de Savoie. Elle figura aux fêtes du 17 juin 1804, au cours desquelles les maires du canton et les fonctionnaires prêtèrent serment de fidélité à Napoléon Bonaparte, qui venait d'être proclamé empereur. Nous retrouvons la musique à la Saint-Napoléon, devenue fête de l'Empire le 15 août 1806. Ces deux dates ayant été retrouvées que dernièrement, le 150e anniversaire sera célébré cette année en une grande fête qui aura lieu en pleine saison touristique. Le 30 août 1860, à Taloir, notre musique joua devant l'empereur et l'impératrice. Elle salua également à Thônes les présidents Lebrun, Auriol ainsi que le général de Gaulle. Elle prépare brillamment à divers concours, Genève, Turin, Grenoble, etc. Après quelques périodes difficiles qu'elle a toujours surmontées, notre vieille musique est repartie pour un nouvel essor grâce à son dévoué directeur, M. Cavagnou, et de nombreuses jeunes recrues. Mesdames, Messieurs, vous avez entendu un micro dans votre ville, Thônes, présenté par Jean Bernard. Prise de son, Lucien Jeanne. Radiomontage technique, Marie-Thérèse Simoneau.